Coucou, salam alaikum, marhaba, kifak, bushrak, labas. Aujourd'hui, on va parler de la langue arabe et toutes les formes de langue arabe et toutes les représentations, le parcours que j'ai eu à travers cette langue et je pense que ça peut être une vidéo qui peut être intéressante et il y a tellement de choses à exploiter que j'ai hâte de commencer. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis franco-algérienne, donc je suis née en France. Donc ma mère est algérienne, mon père est franco-algérien. J'ai grandi en France. Après les 3 premières années de ma vie, c'est vrai que je passais 2 tiers de mon temps en Algérie et 1 tiers en France. Parce que ma mère venait d'arriver, ma mère a grandi, elle a fait ses études en Algérie, elle a rencontré mon père en France et l'a rejoint par la suite, voilà, quand ils se sont mariés, etc. Et c'est vrai qu'ils m'ont eu très rapidement et ça a été très compliqué pour elle de s'adapter à la culture, d'être loin de sa famille, etc. Donc, elle faisait beaucoup d'allers-retours entre la France et l'Algérie et moi, j'étais avec elle. Tout ça pour vous dire que ma langue maternelle, la première langue que j'ai parlée, c'est pas le français, mais c'est l'arabe. Et pour être plus précise, ce qu'on appelle l'arabe algérien ou le dialecte algérien. Et je dirais même le dialecte de l'Est algérien, donc comme on l'appelle Al-Annabi parce que ma mère vient de Annaba. Et du coup c'est une langue qui m'est très chère. C'est une langue que j'utilise très régulièrement. Enfin, moins maintenant parce que je n'habite plus avec mes parents, mais voilà, quand j'ai mes parents au téléphone, quand je suis à la maison, c'est vraiment la langue dans laquelle je vais m'exprimer en fait le plus naturellement. Et après, ce qui est intéressant dans la langue arabe, c'est que c'est qu'il y a plusieurs sortes d'arabe, ce qui peut être quelque chose, ce qui est quelque chose de génial, mais le problème c'est que c'est très mal compris et il y a énormément de représentations sociales qui viennent plus ou moins biaiser de manière positive ou négative ce qu'est réellement la langue arabe. La spécificité de cette langue, ce qu'on appelle, il y a 2 niveaux de langue, c'est-à-dire que dans l'arabe de tous les jours, l'arabe qui est parlé dans les pays, ça va être un arabe dialectal qui va être bien spécifique à la région, à la zone géographique. Par exemple, il va y avoir voilà, le dialecte marocain, le dialecte algérien, tunisien, ce sont des dialectes qui ont des similitudes. Donc on peut appeler ça un petit peu voilà, plutôt l'arabe dit maghrébin. Et après va y avoir l'arabe libyen qui lui est vraiment entre le dialecte égyptien qui lui est très très spécifique. Et après il va y avoir le syro-libanais, l'irakien, voilà, Palestine, Jordanie, c'est aussi très proche du syro-libanais. Je sais d'ailleurs pourquoi, je sais pas pourquoi on appelle ça juste syro-libanais, parce que quand on entend un palestinien parler, il y a énormément de similitudes avec le libanais. Et ensuite, donc voilà, donc ça va être l'arabe dit dialectal, parce que c'est un arabe qui est vraiment utilisé vraiment pour s'exprimer de manière à l'oral. Et après, lorsqu'on va vouloir passer à l'écrit, à des textes, vouloir écrire des textes qui sont plus officiel, j'ai envie de dire, quand ça, tout ce qui va être de l'ordre de la littérature, de la poésie, on va passer à un arabe dit classique. On peut aussi appeler ça littéraire, même si voilà, si on étudie vraiment ça avec des loupes de linguistes, ce sont des choses différentes, mais bon, ça va être trop compliqué de pouvoir parler de tout ça en vidéo et surtout je ne suis pas linguiste. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il va y avoir cette adaptation qui est faite. Donc par exemple, si on entend un président algérien s'exprimer à la télé et faire un discours officiel, ça sera en langue arabe classique, comme un président libanais, quand il s'exprimera, il va utiliser un arabe classique et les deux vont s'entendre. Mais si vous mettez un Algérien et un Libanais qui vont s'exprimer dans leur langue de tous les jours, qui est de l'arabe mais libanais et algérien, voilà, la compréhension va être plus compliquée parce que ce sont des langues qui vont être différentes, même s'il y a évidemment des similitudes. Et donc moi par exemple, mes parents, pour ma mère c'était vraiment très très important que la culture algérienne et la culture arabe, j'utilise bien je fais exprès d'utiliser le mot arabe,
parce que ma mère s'est toujours définie comme arabe et elle a souvent lié son arabité de parce qu'elle venait de l'Algérie mais aussi de par sa religion qui est l'islam. Et c'est vrai qu'il est très... on ne peut pas vraiment analyser et parler de la langue arabe sans parler de l'islam parce que l'islam est vraiment centré autour de pratiques religieuses mais au-delà de ça c'est vraiment en fait si vous voulez le miracle de la religion musulmane c'est le Coran. J'essaie de m'expliquer un petit peu. Par exemple, dans la religion chrétienne, le miracle, ça va être voilà, la crucifixion de Jésus-Christ, sa résurrection. Donc vraiment, le miracle réside dans la résurrection du Christ. Et l'islam, le grand miracle de l'islam, est reposé sur le Coran, car les musulmans croient que le Coran, tel qu'il existe aujourd'hui, n'a jamais été changé depuis qu'il a été révélé au prophète. Et c'est vrai que l'arabe utilisé dans le Coran est un arabe très spécifique et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et donc, pour les musulmans, et plus spécifiquement les musulmans qui sont dans toute la zone, dans ce qu'on appelle l'union des États arabes actuels, donc qui s'étendent, qui va du Maroc le plus à l'ouest jusqu'en Syrie, en passant par l'Irak, l'Égypte, etc., ont ce socle commun par rapport à la langue qui est l'arabe qui vient du Coran. Et c'est là où les choses se compliquent un petit peu, c'est que comme cet arabe est considéré comme sacré, car il s'agit d'un texte sacré, intouchable, qui a lui-même en fait ses propres règles, qui a sa propre mélodie, qui a sa propre façon d'être récité, d'ailleurs on ne dit pas récité mais c'est psalmodié, donc beaucoup dans la conscience commune, les Arabes pensent que la langue qu'ils parlent, donc je parle là du dialecte, serait une sorte de reliquat de cet arabe coranique qui vient du Coran et que donc du coup la langue qu'on parlerait, voilà, ça serait un arabe qui, être un petit peu vulgaire, qui s'est cassé la gueule. Alors qu'en fait, si on étudie ça de manière linguistique, historique, c'est pas du tout le cas, que l'arabe utilisé dans le Coran est un arabe vraiment spécifique au Coran parce que quand le Coran est apparu au 7e siècle, même pour la population locale qui parlait arabe, c'était un arabe qui n'avait jamais été vraiment entendu ou du moins qui vraiment se différenciait de manière vraiment très très distincte des autres arabes. À cause de ça, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de complexes d'infériorité qui s'installent en fait chez les personnes qui parlent un arabe dialectal et qui par exemple ne savent pas utiliser ou écrire l'arabe littéraire et vont venir penser que voilà que l'arabe qu'ils parlent c'est pas vraiment un arabe, c'est pas vraiment une langue. Et d'autant plus que il y a également une sorte de hiérarchie dans les dialectes arabes. Donc il est très courant d'entendre par exemple les maghrébins dire que leur arabe n'est pas vraiment un arabe, que c'est un kassar, c'est un arabe qui est complètement cassé, et que par exemple les Libanais, c'est souvent l'exemple qui est cité très très régulièrement, que eux les Libanais, donc c'est-à-dire ils parlent vraiment le vrai arabe, ce qui est pas vrai du tout, mais moi ça, j'y ai cru pendant très très longtemps, jusqu'à ce que je m'intéresse de manière un peu plus précise à la langue arabe, parce qu'avant, bah, moi, comme c'était complètement inné pour moi, je me suis jamais dit que je vais essayer de l'étudier avec un microscope, et du coup, j'ai toujours grandi avec l'idée que, voilà, je parle l'arabe algérien, mais que voilà c'est un faux arabe, et comme mes parents m'ont mis pour pallier en fait à cette carence qui n'en est pas vraiment une, c'est vrai que mes parents m'ont mis dans une école en fait où j'apprenais l'arabe dit classique littéraire, donc j'ai fait ça de ma grande section jusqu'à ma première au lycée, donc c'est quand même assez énorme, où j'allais tous les samedis pendant 4 heures apprendre l'arabe voilà, l'arabe littéraire en plus de cours d'éducation islamique. Parce qu'il voulait que je puisse avoir accès au Coran, que je puisse le comprendre, que je puisse avoir accès à des ouvrages majeurs qui ont été écrits dans le monde arabe. Voilà, c'est pas que, évidemment, je leur en suis très reconnaissante, et je sais que leur intention n'était pas que de pallier à cette carence, mais que de manière inconsciente, voilà, c'est que l'arabe dialectal n'est pas suffisant en fait pour pouvoir appréhender
le monde arabe, parce qu'il n'est pas complètement arabe. Et donc quand j'ai commencé à m'intéresser un peu plus près en fait sur cette question-là, je suis tombée sur un podcast qui est vraiment très bien fait, qui s'appelle Tarab, et qui est disponible sur Spotify. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et c'est une jeune femme qui est d'origine française, d'origine marocaine, qui s'est interrogée sur son propre arabe. Pourquoi, quand elle parle très bien le marocain, mais une fois il y avait un de ses amis qui lui avait demandé de lui traduire une chanson libanaise, elle l'a écoutée et elle a été incapable de la traduire et elle ne comprenait pas. Elle se disait mais finalement est-ce que je parle l'arabe ou pas, est-ce que le libanais est plus arabe que mon arabe, etc. Bref, donc c'est comme ça que son questionnement est apparu, et donc elle propose un épisode où elle invite un linguiste spécialiste des langues sémitiques, donc l'hébreu et l'arabe, et également des dialectes. Et cet épisode d'une heure a complètement vraiment changé ma vie et m'a vraiment ouvert les yeux, et au fond m'a énormément rassurée. Donc je ne suis pas là pour vous expliquer, j'ai essayé de vous donner quelques petites pistes, mais je vous invite vraiment à aller l'écouter. Voilà, ce monsieur a beaucoup plus de légitimité que moi pour parler de ce sujet et vous donnera vraiment plein de détails, je pense que vous fera un bien fou. Mais moi je suis plutôt ici pour vous parler de mon expérience et de moi, comment je m'en suis rendu compte. Tout d'abord, comme je vous ai dit, ça a commencé avec ce podcast, mais aujourd'hui je l'expérimente en fait tous les jours parce que je vis avec mon fiancé qui est lui libanais. Et c'est vrai que à la maison, comme il ne parle pas encore le français, on parle anglais et arabe. Et lui aussi, la langue dans laquelle il peut interagir avec les membres de ma famille, enfin plus particulièrement mes parents, c'est l'arabe, parce que mes parents ne parlent pas anglais. C'est vrai que c'est très marrant parce que contrairement à tout ce que j'ai pu penser par rapport aux Arabes venant du Maghreb et qui eux auraient un arabe qui est pas suffisant, pas vraiment, moins légitime que les autres qui seraient moins arabes, c'est que souvent ce sont les Maghrébins qui sont capables de s'adapter face à un dialecte qui n'est pas maghrébin. Mais dans l'autre sens, ça se fait vraiment très rarement. Comme je vous avais expliqué au début, parce que il y a cette représentation complètement fausse qui dirait que les Libanais par exemple ont un arabe plus proche de l'arabe classique, alors que pas du tout. Et ce qui était très intéressant de voir pour moi, c'est que comme on a grandi, et mes parents également, avec cette idée que l'arabe maghrébin serait un arabe qui serait moins légitime, lorsque des grandes productions internationales voulaient traduire des films ou traduire des séries pour le monde arabe, on choisissait automatiquement soit le dialecte égyptien, soit le dialecte libanais. Donc c'est vrai que moi, par exemple, à la maison, ma mère regardait énormément de séries, soit vraiment déjà égyptiennes, ou des séries qui ont été importées de l'international et qui étaient traduites en égyptien ou en libanais. Donc c'est vrai que pour toutes ces raisons-là, j'ai été en contact depuis très petite avec des dialectes autres que le dialecte algérien. Et c'est une particularité qui est très intéressante parce que finalement on peut déjà se poser la question pourquoi avoir choisi l'égyptien et le libanais pour tout le monde arabe, et donc du coup exiger à certains arabes de s'adapter et de devoir apprendre une autre langue et pas tout simplement considérer que chaque dialecte est une langue à part entière. Bon, ça c'est déjà une première question. Et la deuxième, c'est que je pense que c'est en partie à cause de ça que c'est devenu en fait totalement une norme qui a été intériorisée. Et c'est vrai que par exemple, souvent mon chéri me dit par exemple, quand je vais m'adapter et que je vais parler en libanais avec lui, des fois, oui, c'est plus fort que moi, j'ai des mots en dialecte algérien qui me viennent, et souvent il me reprend, il me dit ah, donc en fait, ce que tu voulais dire, en fait, tu veux dire ça. Et du coup, il va utiliser son mot à lui. Et en plus il me le dit en anglais, il me dit ah so you mean that, et en fait au début je disais oui c'est ce que je voulais dire, comme si je m'étais trompée, et je me rends compte que non, en fait en utilisant ce mot là ça voulait déjà dire ça, c'est pas une correction que tu dois m'apporter mais c'est une traduction.
Et souvent, même avec mes parents par exemple, même si eux sont quand même... enfin, je suis toujours assez impressionnée par la rapidité avec laquelle ils ont réussi à adapter leur arabe, parce que c'est pas un arabe qu'ils utilisent tous les jours, c'est un arabe qu'ils ont l'habitude d'entendre mais pas de pratiquer. Souvent, eux aussi, ça leur arrive voilà, de rajouter des mots qui sont pas forcément libanais. Et souvent, elle me dit ah oui, non, mais des fois, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre l'arabe, l'arabe de tes parents, ou il va aussi les reprendre, par exemple, sur certains mots. Et bon, je sais qu'évidemment l'intention est pas mauvaise, mais ouais, il y a quand même cette impression de vouloir nous corriger et pas de également lui s'adapter. Et ce qui est marrant, c'est que dans le dialecte libanais, quand je suis partie au Liban, mais également quand voilà, je parle avec lui, lorsque la conversation devient plus spécifique, lorsque la conversation va nous amener à nous parler de sujets plus profonds, plus poussés, comme je sais pas, on peut parler par exemple de politique, un petit peu de philosophie, de spiritualité, je ne sais pas. Souvent, les dialectes arabes, comme ce sont des langues qui ont souvent été méprisées, c'est des langues qui malheureusement dans certains domaines en fait n'ont pas pu évoluer, parce que au lieu d'essayer de le dire dans son dialecte, au lieu d'essayer de dire tel ou tel mot dans son dialecte, hop, on va switcher soit en arabe littéraire, ou soit en français, ou soit en anglais, à cause du coup des pays qui ont colonisé tout le monde arabe. Et moi je pensais que c'était un phénomène qui était propre au dialecte maghrébin. Et en fait, mais pas du tout. Le dialecte libanais, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, au Liban, je trouve que le Liban, enfin voilà, le libanais moderne actuel, hein, les gens parlent vraiment, introduisent énormément de mots de français, d'anglais ou de franc libanais ou d'anglo-libanais dans leur dialecte, et je trouve qu'ils ont même recours à ça beaucoup plus facilement et beaucoup plus aisément que le dialecte algérien. Et en fait, quand j'ai vraiment pris conscience de ça, que eux aussi en fait leur dialecte était limité, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de casser ma fausse croyance en disant que mon arabe, bon, au final n'était pas vraiment un vrai arabe, et en fait que c'était le cas pour tous les dialectes du monde arabe. Et c'est quelque chose qui m'a énormément réconfortée et qui m'a permis de ne plus être complexée. Et la deuxième chose, c'est aussi la sonorité et comment en fait les gens l'entendent. Parce que souvent, on a tendance à dire que voilà, plus on va vers l'ouest du monde arabe, plus l'arabe serait moche, plus l'arabe ne serait pas agréable à être écouté. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours mis sur un piédestal, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours mis sur un piédestal, enfin si maintenant je sais pourquoi, le libanais et le syrien par exemple, et je me suis toujours dit waouh, c'est un arabe qui est tellement mignon, c'est un arabe qui est tellement classe. Moi quand je parle en algérien j'ai l'impression d'être rustre, ce genre de choses. Et c'est vrai que depuis que je suis avec mon chéri, que j'ai dépassé un petit peu toutes ces fausses croyances, je m'exprime en alnabi et je suis très fière et très contente de pouvoir le faire. Et je veux vraiment que lui aussi en fait puisse à travers moi apprendre ce dialecte pour avoir accès à ma culture et pour en fait aussi avoir accès à la culture de ma famille. Je me rends compte que depuis que j'ai levé ce complexe, et je m'exprime beaucoup plus aisément, et les retours de mon chéri par exemple, ou même de son père, me disent que l'arabe que je parle est vraiment trop mignon et que c'est agréable à écouter, et c'est quelque chose qui, je sais, ça peut paraître comme ça assez anodin, mais qui moi m'aide en fait à justement à ne plus être cantonnée en fait dans ces fausses croyances, et justement enfin finalement perpétuer cet héritage, parce que moi je considère vraiment que voilà, le fait que je puisse parler arabe est un héritage de voilà, de la culture de mes ancêtres, de mes parents, et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de pouvoir par la suite moi aussi léguer à mes enfants. Je trouve que ce qui est assez marrant, c'est comment l'être humain s'adapte, et c'est vrai qu'aujourd'hui, étant donné que je parle beaucoup libanais à la maison, de un parce que j'aime ça, parce que j'aime apprendre une langue,
De deux, comme j'ai dépassé un petit peu tout ce que je vous ai expliqué, ces fausses croyances, je me rends compte que en fait je peux ajouter le libanais dans les langues que je parle et pas juste sous le terme arabe, et que c'est vraiment une plus-value qui est juste géniale, et je suis très très contente par rapport à ça. Et je me rends compte aussi maintenant que quand j'essaye, en fait maintenant le fait de parler à un nabi me demande un effort, parce que je me suis tellement habituée à employer ces mots-là que maintenant lorsque je parle arabe de manière on va dire un petit peu spontanée, par exemple j'ai ma cousine qui habite pas très loin de chez moi et elle pareil c'est une vraie Al-Nabia qui a grandi là-bas et qui est arrivée en France il y a peut-être 10 ou 15 ans, qui est mariée avec un Nabi aussi, et bah je me rends compte que quand eux deux parlent, bah c'est vraiment le pur bonnois. Moi quand j'essaie de participer à la conversation, évidemment je comprends tout, mais quand je parle, bah, spontanément, des fois c'est des mots en libanais qui m'arrivent, et du coup, enfin, on est en train de créer avec, avec Adam, mon chéri, un nouveau dialecte. Et même lui, dans ses mots de tous les jours, il y a beaucoup de mots qu'il a pris du coup de l'algérien. Et je trouve ça, mais juste, je trouve ça juste génial qu'on arrive en fait à créer cette nouvelle mixité. Et en fait j'ai retrouvé ça aussi chez mes parents, que mon père lui, bon il est né en France et après voilà il a quand même passé une grande partie de son enfance, enfin, jusqu'à ce qu'il aille à la fac en Algérie, mais lui il a grandi dans la ville d'Alger, donc mon père parle l'algérois. Et ma mère parle le Hanabi, donc le dialecte de l'Est algérien, qui est quand même en soi très différent. Les mots sont pas les mêmes, l'accent n'est pas le même, la prononciation des lettres en arabe n'est pas la même. Et c'est vrai que comme ça fait maintenant, ils sont restés mariés pendant 24 ans, l'arabe que parle mon père et l'arabe que parle ma mère sont très similaires, mais ne sont plus complètement Hanabi ou ne sont plus complètement algérois, et eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Et je trouve ça, moi je trouve ça juste vraiment génial, et au final moi-même est-ce que je parle vraiment arabe ou pas, point d'interrogation. Enfin bref, tout ça pour vous dire que l'arabe, enfin je sais pas si vous êtes peut-être aussi dans ce cas-là, mais voilà, si vous parlez un dialecte arabe, il n'y a pas de dialecte qui va être plus ou moins arabe. Ce sont des dialectes, ce sont des langues qui ont pour but un usage quotidien, et qui ont un héritage qui est lié à la zone géographique dans laquelle voilà, vous ou votre famille êtes issu. Et que enfin, le mythe de l'arabe classique, de l'arabe littéraire, est un mythe, parce que l'arabe qu'on dit classique aujourd'hui et qui est utilisé voilà, dans tout ce qui est dans les discours officiels, quand on va à la fac, etc., si on l'étudie vraiment, il y a 100 ans, 200 ans, ou même les textes des grands érudits de la période de l'Andalous, par exemple en Andalousie, ou ce genre de choses, linguistiquement, ce n'est pas le même arabe. L'arabe est une langue qui évolue, les dialectes également évoluent, et tout est intrinsèquement lié. C'est vraiment des choses qui sont en même temps différentes, mais en même temps très, très proches. Et donc, il n'y a pas d'arabe qui sera plus légitime que l'autre. Et au contraire, toutes les spécificités, moi je trouve ça génial en fait, que c'est une langue qui est tellement riche. C'est une langue, l'arabe est la langue qui voilà, est l'une des langues au monde qui a le plus de vocabulaire. C'est une des langues au monde qui est la plus précise, et c'est justement par rapport à ça, parce que c'est une langue qui est tellement riche que on peut la mettre sur n'importe quelle terre, que ce soit une terre nord-africaine ou une terre qui vient du Moyen-Orient, elle va grandir, elle va pousser, et elle va donner, elle va être très fructueuse. Et maintenant c'est comme ça que je vois les choses, et puis voilà, du coup j'ai plutôt quelque chose de super positif, et je me dis que au lieu d'essayer de chercher qui est le plus arabe que l'autre ou qui est le plus légitime que l'autre, non, il faut voilà, essayer qu'on puisse nous-mêmes en fait s'approprier notre dialecte, en être contente, et s'ouvrir également aux autres. Et ça se fasse pas que dans un seul sens, où ça serait entre guillemets un peu plus les maghrébins qui eux doivent s'adapter à des arabes qui seraient plus proches que l'arabe littéraire. Et juste pour terminer, c'est vrai que finalement dans tout ça, lorsqu'on dit que les maghrébins ont un arabe qui n'est pas vraiment, qui est moins arabe, moi
je suis super contente d'être finalement maghrébine parce que c'est vrai que souvent quand on est issu de cette région du monde, de par malheureusement cette petite injustice, je trouve qu'on a réussi à en faire une force parce que du coup on peut s'exprimer, pas tout le monde mais la majorité quand même des Maghrébins peuvent, un Algérien va pouvoir s'adapter facilement pour parler avec un Marocain ou un Tunisien, mais va également pouvoir s'adapter pour pouvoir parler à un Libyen, un Irakien. Et ça, ce sont des compétences linguistiques qui ne sont pas reconnues pardon. Et moi, je veux vraiment mettre un point d'honneur sur ça. Et justement, le fait de pouvoir s'adapter comme ça vient du dialecte maghrébin et de par l'aisance en fait qu'on va avoir depuis petit à avoir accès et à être ouvert sur le monde, sur d'autres langues, sur d'autres dialectes arabes. Voilà, c'est une vidéo qui est un petit peu où je parle de beaucoup de choses en même temps. Je pense que c'est un petit peu à l'image de la complexité de la langue arabe. Mais voilà, tout ça pour vous dire j'ai préparé une vidéo qui sortira la semaine prochaine où justement on voulait un petit peu mettre en avant la richesse des dialectes arabes avec mon chéri, et vous verrez, je pense que ça sera une vidéo qui sera très, très intéressante. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant, je te fais plein de gros bisous, prends soin de toi et surtout n'hésite pas à venir me dire tes impressions par commentaire. Toi, quelle est ton histoire avec la langue arabe et les dialectes arabes. Et je te souhaite une très très bonne semaine. À bientôt, ciao ciao.